Bonjour, c'est notre 9e épisode sur l'actualité écologique de la semaine et puis ce sera le dernier de cette année 2023. C'est parti. Alors je voulais tout d'abord vous parler de l'abjecte loi Darmanin qui a été adoptée donc par l'Assemblée en début de semaine et qui véhicule avec elle donc l'idée répandue par le Rassemblement national, l'extrême droite et tout l'espace médiatique qu'on serait sous une vague migratoire incontrôlable, etc., etc. Bon, j'aurais rappelé que c'est complètement faux, que en réalité, par exemple, le sociologue François Héran dit que si, par rapport aux autres pays de l'Europe, si on basait la proportion de la population française, en réalité, on devrait accueillir 4 fois plus de monde que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, en réalité, c'est bien une crise de l'accueil qu'on connaît en France et non pas une crise migratoire. Et en l'occurrence, on a vu qu'on est capable d'accueillir très bien. On a accueilli très bien, dans très bonnes conditions, 100 000 réfugiés ukrainiens. Donc, on peut le faire et on devrait être capable d'accueillir donc plus de monde dans de bonnes conditions. Et la réalité, c'est que face au changement climatique, on va faire face de plus en plus à justement des vagues migratoires. Par exemple, là, il y a eu 32,6 millions de déplacés climatiques en 2022 et c'est une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Ça, ce sont les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et il dit aussi que déjà dans les années 2010, en réalité, les événements climatiques ont causé 2 fois plus de déplacements forcés que les conflits à l'échelle du monde. Donc on voit bien qu'on est face à un phénomène absolument énorme. Alors ça s'explique par deux raisons. C'est que d'un côté, le changement climatique crée des événements extrêmes de plus en plus nombreux et qui causent de plus en plus de dégâts, comme par exemple les méga-feux qu'on a pu connaître cet été au Canada ou encore les inondations plus récemment en Grèce. Donc ça, ce sont des événements qui font que les gens perdent tout simplement, et qui sont bien obligés de se déplacer. Et puis, il y a aussi les changements graduels, mais irréversibles, dus au dérèglement climatique, c'est-à-dire les sécheresses de plus en plus fréquentes, la désertification, la montée des eaux, etc. etc. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, il pourrait y avoir jusqu'à 1 milliard de migrants climatiques dans les 30 années qui viennent. Donc on voit bien qu'on est face à une situation colossale à laquelle il faut faire face. Or, actuellement, le statut de réfugié climatique peine à avancer d'un point de vue juridique. La Convention de Genève, par exemple, n'inclut pas les risques environnementaux dans sa définition du droit d'asile. Nous, on défend la création d'un statut de détresse environnementale pour les réfugiés climatiques, justement. Et on a vu quand même au cours de l'année 2023 quelques évolutions en ce sens. D'abord, en mars dernier, c'est l'archipel du Vanuatu qui a réussi à faire adopter par l'Assemblée générale de l'ONU une résolution qui demande à la Cour internationale de justice de définir les obligations des États en matière de lutte contre le changement climatique. Et puis, tout récemment, c'était en novembre dernier, c'est le petit archipel de Tuvalu, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, qui est en Océanie, qui est littéralement en train de disparaître sous les eaux, en fait, sous la montée des eaux, et qui vient d'obtenir donc de l'Australie le statut de réfugié climatique. Enfin, l'Australie leur accueille l'asile du fait du risque climatique auquel ils font face. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à moins de faire comme Trump et d'ériger des murs à tout bout de champ, il va bien falloir trouver des solutions pour accueillir les migrants climatiques et gérer cette situation au niveau mondial. Inquiétude au niveau européen concernant la protection des espèces. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, vient d'annoncer qu'elle propose de changer le statut de protection du loup. Elle propose en gros qu'il passe du statut d'espèce strictement protégée à celui d'espèce protégée tout court. Ça veut dire qu'elle deviendrait, c'est une espèce qui deviendrait chassable sous certaines conditions. Et ça, c'est inquiétant parce que déjà en France, au moment où on parle, on a déjà abattu 201 loups rien que pour l'année 2023. Or, l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, dans sa dernière évaluation, estime que sur les 9 populations de loups transfrontaliers en Europe, il y a 6 de ces populations, donc les 2 tiers, qui sont toujours considérées comme vulnérables, voire quasi menacées. Donc, diminuer le statut de protection constitue une véritable menace pour la survie donc, de cette espèce. De son côté, le COPA-COGEMA, donc, qui rassemble les organisations agricoles professionnelles,
salue cette proposition. Elle dit que ça permettrait une cohabitation harmonieuse entre éleveurs et les loups. Mais en réalité, c'est bien l'inverse qui pourrait se produire. C'est ce que nous disent les spécialistes du loup, qu'en fait, le fait de chasser les loups détruit en fait la structure sociale de leur meute, puisque vous savez que les loups vivent en meute, donc ça fait des individus qui se retrouvent seuls, ou en tout cas qui s'éparpillent, et en réalité ça augmente la prédation sur le bétail, au lieu donc de la réduire comme prétend vouloir le faire, en tout cas cette mesure. Donc en réalité, il vaut bien mieux investir vraiment dans un accompagnement des éleveurs de protection des troupeaux et continuer à protéger ces espèces plutôt que faire ce qui est proposé ici. Il faut protéger ces espèces aussi parce que en plus elles ont un rôle très important dans l'écosystème. Ce sont des grands prédateurs, les loups, et donc ils sont en haut de la chaîne alimentaire, et donc de fait ils ont un rôle bien particulier dans la préservation des écosystèmes. Les ONG environnementales sont donc très inquiètes de cette proposition, déjà parce que ce serait en fait un premier coup de canif dans la Convention de Berne, qui est une convention internationale qui vise à la protection de la flore et de la faune sauvage et qui donc protège le loup. Donc ça pourrait créer un précédent qui est inquiétant. Et puis par exemple, il y a eu une étude au mois d'août dernier aux États-Unis, donc dans un parc du Michigan, et qui montre que le retour du loup gris sur 2 décennies, en fait, a complètement revigoré l'écosystème. Donc voilà, ce qui appuie encore une fois que les grands prédateurs ont un rôle positif sur la biodiversité et sur les écosystèmes en général. Or, par les temps qui courent, d'effondrement de la biodiversité, c'est vraiment quelque chose que l'on doit absolument protéger. Alors, je voulais aussi vous parler d'une enquête que vient de sortir le média Reporter sur les jets privés. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, lors de la niche de nos collègues écologistes, il y avait une proposition de loi pour limiter l'utilisation de jets privés. Et donc là, on avait vu tout l'arc des macronistes jusqu'au Rassemblement national se mobiliser pour défendre leurs amis les riches et leurs jets privés, en disant des inepties plus grosses les unes que les autres. Je crois que j'ai rarement entendu autant de bêtises à la minute dans cet hémicycle que ce soir-là. Bref, l'enquête, elle montre que, évidemment, les jets privés, ils ont un véritable impact et très néfaste sur notre empreinte carbone à tous. Là, par exemple, ils enquêtent sur l'aéroport du Bourget, qui est le plus grand aéroport d'aviation privée en Europe. Et donc là, par exemple, ils montrent que dans cet aéroport, les 42% des vols, donc en jet privé, en réalité, ils font une distance de moins de 500 km. Donc, ils pourraient tout à fait être parcourus autrement. Et puis, en plus de ça, 41% de ces vols se font à vide. C'est-à-dire donc, ils vont chercher quelqu'un, mais au départ, il n'y a personne. Voilà. Donc, pour donner un petit peu des chiffres concrets, il faut savoir qu'en une seule heure de vol, un jet privé émet 2 tonnes de CO2. C'est en fait la limite de ce que peut émettre chaque Français par an si on voulait rester sous la barre des 2 degrés supplémentaires. Voilà, donc ça c'est juste pour une heure de vol, hein, d'accord ? Et donc du coup, ils ont calculé, et donc ça c'est selon la Direction Générale de l'Aviation Civile, en 2019, il y a 144 000 tonnes de CO2 qui étaient imputables au seul aéroport donc, du Bourget. Donc ça c'est l'équivalent de 30 000 ans d'empreinte carbone d'un humain moyen au niveau mondial. Pas mal, non ? Voilà, donc ça montre à quel point les ultra-riches, en fait, polluent, saccagent nos efforts pour lutter contre le réchauffement climatique, en toute impunité, hein, puisqu'il faut les laisser faire, c'est important, ce sont les premiers de cordée, tout ça. Mais en réalité, pendant que nous, on nous demande de bien trier nos emails, de couper le chauffage, de porter des cols roulés, tout ça, voilà ce que eux, on les laisse faire en toute impunité, ça ne dérange pas. Je vous donne un dernier exemple que j'ai trouvé extrêmement parlant. Un des vols le plus fréquent, c'est Paris-Londres, la liaison Paris-Londres. Donc, il y a eu 1344 vols en un an. Or, c'est une distance qui est parcourue en 2h15 par l'Eurostar, qui circule, je crois, 10 à 15 fois par jour. Donc, c'est une alternative, je pense, tout à fait acceptable. Or, bien sûr, là, ils gagnent 1 heure comme ça, mais ils émettent également 470 fois plus de CO2 que s'ils avaient pris le train.
Voilà, donc c'est pour ça que nous, on a porté, c'est mon collègue Thomas Porte qui avait fait une proposition de loi justement pour interdire les jets privés, sauf évidemment à usage sanitaire ou autre, mais bon, ce type de vol pour satisfaire les ultra-riches qui pourraient faire autrement, on proposait de les interdire. Et puis tant qu'on y est, je rappelle que nous prenons le retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune. C'est urgent, on voit bien qu'il est urgent de mettre à contribution les grandes fortunes de ces hyper riches pour l'intérêt général, plutôt que de les laisser donc utiliser leur fortune dans ce type d'usage qui pollue et qui au final condamne nos conditions de survie à tous. Et je termine par une bonne nouvelle, une victoire des steaks végétaux sur le lobby de la viande. Bon, en fait, de quoi s'agit-il ? Vous savez que ça fait des années que le lobby de la viande, via notamment Interbev, qui est l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes, donc qui mène un combat acharné contre les appellations du type steak de soja, saucisses végétales, etc., etc. Notamment depuis 2018, en fait, ils poursuivent le groupe Nutrition et Santé, donc justement au motif qu'il utiliserait des appellations trompeuses pour ces préparations végétales. Donc ils disent que c'est une concurrence déloyale, du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses. Bon, ben voilà, résultat des courses, la Cour de cassation vient de les débouter. Et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, parce que en fait, notre gouvernement est à fond aussi pour interdire ces appellations trompeuses. Déjà en juin 2022, ils nous l'avaient promis, puis leur texte était tellement vague que le Conseil d'État l'avait retoqué. Mais là, ils avaient justement un nouveau décret tout prêt à sortir pour interdire les lardons végétaux et tout ça. Eh ben non, c'est raté. Et pourtant, Marc Fesneau avait décrété sur Twitter, je le cite, « Mettre fin aux allégations trompeuses sur les étiquetages est une priorité ». Et c'est vrai, il a raison. Je n'ose imaginer le nombre de personnes qui ont acheté un steak de soja et été très déçus de ne pas retrouver du bœuf dans leur assiette. Bref, c'est ridicule, mais en fait, on voit bien ce qu'il y a derrière. C'est une volonté de nuire au développement des alternatives végétales aux produits animaux. Et donc, bon, derrière on va dire le ridicule de la situation, parce qu'on voit bien que la priorité de notre ministre, ce n'est pas de garantir, par exemple, des prix planchers pour les agriculteurs, comme on a essayé de le faire dans notre niche parlementaire. Ce n'est pas d'interdire le glyphosate, bien sûr, ni même tous les pesticides qui causent tant de pollution. Ce n'est pas de réduire l'irrigation, etc. Non, ça, c'est pas du tout sa priorité. Sa priorité, c'est de s'attaquer aux lardons végétaux et aux saucisses véganes. Bref, ridicule, oui, mais en fait, c'est un véritable objectif qu'il faudrait se fixer derrière. Nous, ce qu'on propose, c'est 50% de réduction de consommation de produits animaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on produit et on consomme beaucoup trop de ces produits, et c'est pas du tout anodin, parce que derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire derrière il y a tout l'élevage industriel, les fermes-usines dans lesquelles on entasse les animaux au prix de souffrances insupportables, mais aussi les pollutions phénoménales. Je pense par exemple aux algues vertes. On sait qu'elles sont directement liées à l'élevage industriel de porcs, par exemple en Bretagne. Il y a aussi toute la question de l'irrigation. On en a pas mal parlé autour du plan eau, parce qu'en fait, le maïs, par exemple, est énormément consommateur d'eau. Or, on produit énormément de maïs et de céréales d'une manière générale pour alimenter en fait les animaux d'élevage. C'est en France à peu près 70% de la surface agricole utile qui, au final, sert à alimenter les animaux. C'est beaucoup trop. On voit bien que ce n'est pas raisonnable dans le contexte de diminution des ressources d'une manière générale qu'on connaît, notamment avec le changement climatique en cours. Bref, ce n'est pas un petit objectif, c'est important de l'avoir dans notre programme. C'est important aussi de soutenir justement une production végétale de protéines, par exemple, je sais pas, les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs par exemple, tout ça, c'est extrêmement sain et c'est une très bonne source de protéines. Et donc voilà pourquoi il faut absolument changer notre système d'alimentation, tout simplement pour préserver aussi nos conditions de survie sur cette planète. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de très belles fêtes. J'espère que vous passerez plein de bons moments avec ceux que vous aimez. Et je vous dis à l'année prochaine.